Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On va attendre 30 secondes que les dernières personnes s'installent, mais merci d'avoir répondu si nombreux à cet échange, à cette table ronde donc, intitulée La fin des territoires ou le retour des frontières, initialement prévue. C'est une table donc montée par le journal Le Monde, que je représente ici. Donc je m'appelle Gaëtz Minassian, je suis journaliste aux pages débat. Et je suis accompagné donc de deux intervenants que vous connaissez sûrement déjà. Je vais les présenter dans quelques temps. Nous avons voulu, cette fois-ci, contrairement au titre Partir, le thème générique de cette édition des rendez-vous de l'histoire, prendre le problème un petit peu, je dirais, à contre-pied. C'est le cas de le dire. Nous n'avons pas voulu directement nous occuper justement du phénomène d'exil ou du mouvement migratoire, encore que, parce qu'il y a un lien, mais prendre le problème donc à contre-pied, c'est-à-dire s'occuper plutôt de la base territoriale et de ce qui fait en fin de compte un petit peu le quadrillage de notre monde, c'est-à-dire les unités directrices que sont les États avec, en corollaire, les frontières. Et pour en parler donc, deux personnes connues pour leur expertise et leur connaissance sur le sujet. À ma droite, Bertrand Badi, sociologue, professeur de relations internationales à Sciences Po, Paris, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, par dizaines. Et le dernier s'appelle, si mes souvenirs sont bons, « Nous ne sommes plus seuls au monde », donc chez La Découverte en 2016, mais il est aussi auteur, pour faire un petit lien avec le sujet, d'un livre qui s'appelle La fin des territoires, qui était sorti dans les années 90 et qui avait fait parler de lui à cette époque. À ma gauche, vous le connaissez aussi, Michel Fouché, qui est donc géographe de formation, qui est essayiste, qui a été ambassadeur de notre République et qui est l'auteur également d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'ouvrages, dont le dernier s'intitule « Le retour des frontières », donc c'est CNRS Éditions, en 2016, mais qui est aussi l'auteur de cette somme qui était sortie à la fin des années, début des années 90, c'était sûrement lié à la fin de la guerre froide et de la chute du mur, 92 je pense même, 88, en plein effondrement, donc, ou du moins perestroïka à l'époque donc soviétique, qui s'appelait Front et frontières. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez qu'on a tous été marqués par cet ouvrage. Alors, quand on voit l'actualité, les migrants, l'accord Union européenne-Turquie, l'Ukraine avec la Russie et l'affaire de Crimée, quand on voit également l'affaire au Proche-Orient avec cet effacement des frontières entre la Syrie et l'Irak, avec cette frontière poreuse entre la Turquie et la Syrie. On pourrait continuer comme ça la liste des bouleversements autour des frontières, notamment Mexique, États-Unis, voire mer de Chine, voire le Soudan, Sud-Soudan, Soudan, voire d'autres zones territoriales, voire maritimes de notre planète. Première question que j'ai envie de poser à mes intervenants, à mes invités, c'est qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, cette accélération, Michel Fouché dirait ce retour des frontières, sûrement. J'ai envie de vous demander d'abord à vous, Bertrand Badi, qu'est-ce que ça vous inspire effectivement cette série d'événements, cette accumulation d'une actualité assez forte autour des frontières ou des territoires, et de bien comprendre exactement ce que votre position, dans une petite introduction sur justement votre regard sur cette thématique. Merci. Je vais essayer de me tourner parce que c'est désagréable pour les auditeurs de voir quelqu'un leur tourner le dos et parler dans l'autre direction. Voilà. C'est mieux comme ça. Bah, évidemment, c'est plus la table ronde. De toute façon, elle n'était pas ronde, la table. Non, et en plus, je ne suis pas idéalement placé, vous voyez. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer, me semble-t-il, dans ce sujet effroyablement complexe et plein de malentendus si on n'a pas une perspective historique forte.
Et c'était un des points, moi, qui avait commandé l'écriture de mon livre « La fin des territoires » en 1995, que d'essayer de donner en même temps une signification historique et politique à la notion de territoire. Territoire n'est pas synonyme d'espace, nous sommes bien d'accord. Qui oserait dire la fin de l'espace? Ce serait absurde. Territoire renvoie à un construit social, renvoie à une invention politique. Et c'est, je crois, les raisons, les fondements de cette invention politique, la temporalité de cette invention qu'il faut regarder pour interpréter ce qui s'est passé ensuite et notamment tous les dysfonctionnements que vous avez tenté tout à l'heure de mettre en scène. Alors, je voudrais juste avancer trois propositions. La première proposition, c'est de dire cette invention historique, d'abord, elle colle à notre histoire européenne. La territorialisation, au sens strict du terme, raconte un moment de notre histoire politique, et notamment lorsque les Européens avaient à lutter contre trois pesanteurs, qui étaient la fragmentation féodale, qui était l'ambition impériale, qui est une négation de la territorialité, puisque le propre d'un empire, c'est ce rayonnement presque infini qui faisait que même si vous étiez hors de l'empire, vous lui étiez inférieur. Et d'ailleurs, l'empereur, quand il venait en France, avait le droit de célébrer les matines, ce qui mettait le roi malheureux en position d'infériorité. Et puis, troisième pesanteur, c'était ce césaropapisme, cette prétention, effectivement, de l'Église à régenter l'ensemble du continent. Le territoire a été construit comme principe de gouvernement. Un territoire, c'est un principe de gouvernement. C'est-à-dire l'idée que par la délimitation, on peut en même temps gouverner une population et même encadrer, structurer et organiser ses comportements sociaux. C'est ça, en quelque sorte, l'invention territoriale, qui n'appartient pas à l'histoire impériale chinoise, qui n'appartient pas à l'histoire précoloniale africaine, qui n'appartient pas à l'histoire européenne qui précédait la Renaissance. Il faut comprendre que ce lien intime qui s'est immédiatement construit entre principe de territorialité, voilà ce qui me paraît être l'objet réel de notre réflexion, et l'idée de souveraineté. La souveraineté se définit par rapport à un territoire. Si vous êtes dans le territoire, vous êtes placé sous la souveraineté de ceux qui le dirigent. Si vous êtes extérieur à ce territoire, eh bien, vous êtes en dehors de l'attraction et de l'obligation souveraine produite par l'État en question. Alors, cette histoire, elle a rythmé nos siècles au-delà de la Renaissance, a construit notre système westphalien, a construit notre géographie politique européenne, avec tous ces moments forts ponctués de guerre et de compétition entre ces unités territoriales souveraines et juxtaposées. Cette souveraineté et cette juxtaposition créant de la compétition, cette compétition banalisant la guerre comme un fait ordinaire des relations internationales. Deuxième point que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'on comprend très bien comment la mondialisation qui nous caractérise et nous habite aujourd'hui s'inscrit presque systématiquement en contrepoint avec le principe de territorialité. Alors, puisque j'ai peu de temps, je ne vais pas me lancer dans un discours sur la mondialisation qui est nécessairement long, mais je voudrais rappeler les trois composantes que l'on s'accorde à considérer comme marqueurs de la mondialisation. L'inclusion, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout le monde est dans le même bateau. Ah ben alors s'il y a inclusion, cela veut dire que ce principe de territorialité perd de sa pertinence, déjà. Deuxièmement, l'interdépendance, c'est-à-dire tout le monde dépend de tout le monde. Et après un long entretien avec M. de la Palisse, je me suis aperçu que interdépendance était contraire au principe de souveraineté et que donc cette notion d'interdépendance venait bousculer d'une nouvelle manière le principe de territorialité. Et enfin, troisième marque de la mondialisation, c'est la mobilité, c'est-à-dire effectivement nous entrons dans un monde où de plus en plus bouger, se déplacer constitue un ordinaire porté par
la matrice de la mondialisation. Voilà qui bouscule le principe de territorialité. Alors vous avez remarqué, j'ai dit bouscule. Je n'ai pas dit aboli, je n'ai pas dit anéanti, bouscule. Et c'est justement parce que cette institution territoriale est bousculée par la mondialisation que d'abord nous le retrouvons, ce principe de territorialité, dans son historicité, et que nous voyons, à travers la façon dont il est malmené, bien des aspects, des crises qui ponctuent, structurent, organisent notre système international contemporain. Cette confrontation de deux mondes, un vieux legs européen fondé sur le principe de territorialité et une dynamique globalisante de la mondialisation qui vient donc remettre en cause ce principe de territorialité. Alors mon troisième point, c'est comment concrètement ce principe de territorialité se trouve remis en cause. Ce qui est frappant, c'est qu'il est attaqué de deux manières différentes. Il est bousculé sur deux fronts, en quelque sorte, le front de la modernité et le front de la tradition. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable dans notre histoire. Sur le plan de la modernité, eh bien, nous voyons que le principe de territorialité est profondément déstabilisé par quelque chose qui est véritablement au centre de l'équation contemporaine, qui est l'abolition de la distance. Tout l'ordre politique a été fondé sur la distance. La révolution des communications, les progrès fulgurants des modes individualisés de communication enlèvent à la distance l'essentiel de sa portée politique, et donc au territoire. Et in concreto, cela veut dire qu'effectivement, les modes d'échange et de communication qui se multiplient dans notre monde actuel tendent à affaiblir considérablement le principe de territorialité. En 1976, conférence de l'UNESCO tenue à Nairobi, le délégué soviétique monte à la tribune et sans rire, parce que généralement un délégué soviétique ne riait pas, il demande que l'on vote un texte interdisant aux ondes de franchir les frontières. Le public a réagi aussi sainement que vous et a immédiatement compris que l'on était à une autre étape, une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité, où finalement la communication généralisée venait triompher du statisme du principe de territorialité. Quand on a installé en 1988 le câble à fibre optique sous l'Atlantique, on a multiplié d'un seul coup par 488 000 les possibilités de communication entre les deux rives de l'Atlantique, la rive américaine et la rive européenne. On voit bien comment, effectivement, l'ordre politique mondial, et a fortiori l'ordre économique et l'ordre social, se trouvent réglés par le jeu de la communication. Peut-être n'a-t-on pas su prendre suffisamment en compte toutes les conséquences, justement, intrinsèquement politiques de cette nouvelle communication. Mais en même temps, et je vais terminer là-dessus, je vous sens déjà un peu tendu... je souris. Vous voyez, le public a la même impression que moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce principe de territorialité attaqué par la modernité technologique l'est aussi par la tradition. Pourquoi ? Parce que l'un des effets de la mondialisation, c'est de construire un monde qui est pluriculturel. C'est-à-dire, quand tout à l'heure je disais que la mondialisation est inclusive, que tout le monde était sur le même bateau, cela veut dire que se réunissent enfin des peuples qui n'ont pas de la spatialisation et donc, a fortiori, de la territorialisation, la même lecture. Et si vous prenez par exemple ce qui a été à l'origine d'un conflit grave, qui d'ailleurs n'est pas terminé, qui est le conflit du Mali, vous avez cette culture touareg qui nie le principe de territorialité, dans la mesure où les Touaregs relèvent d'une culture nomade, pour laquelle l'espace légitime est celui où on se trouve, même si on se déplace. Ce qui rend extrêmement rétifs les populations touaregs à obéir aux logiques de territorialité, au principe de territorialité, au principe des frontières. Ce qui explique bien des choses dans les difficultés de la construction de l'État-nation malien. Mais on pourrait prendre des exemples
beaucoup plus vastes et beaucoup plus pénétrants, notamment cette culture de l'espace que l'on retrouve en islam à travers la notion d'Ummah, qui est rétive à toute notion de territorialité. Et sans vouloir faire un lien, parce qu'on parle trop vite, on va trop vite d'un constat à un autre, la profonde modification de la conflictualité mondiale est raccordée à ces mutations. L'Europe a été pendant 5 siècles le champ de bataille du monde. Et la guerre, telle qu'elle apparaît et telle qu'elle demeure dans notre mémoire occidentale, est une guerre qui est très intimement associée à la territorialité, autant comme support que comme objectif de la guerre. Support parce que le champ de bataille renvoyait à une logique territoriale précise, et objectif puisque généralement il s'agissait de modifier les configurations territoriales. Aujourd'hui, nous voyons naître une conflictualité qui n'a pas du tout le même rapport à la territorialité. Et ce que j'appellerais, et que d'autres appellent d'ailleurs la guerre rhizome, vous savez, rhizome, ces racines souterraines qui permettent à un plant de fraises de réapparaître à l'autre bout de votre jardin, ces guerres rhizomes qui font que lorsque la Mésopotamie du Nord est déstabilisée, bien des sociétés européennes le sont aussi comme par écho et par un lien mystérieux et complexe, montrent que nous sommes en train de franchir un cap très important, c'est-à-dire de nous installer dans une représentation et une gestion, une politique de l'espace qui n'est plus celle qui obéit au principe de territorialité. Merci donc d'avoir planté le décor. Alors, c'était une introduction sur la position de Bertrand Badi par rapport à la thématique. Je me tourne maintenant vers Michel Fouché. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous adhérez à cette contestation du principe de territorialité et du principe de souveraineté dans le cadre de la mondialisation? Je vous donne à peu près le même temps de parole. Merci de donner autant de temps à un géographe qu'à un sociologue politiste, qui est un peu en position défensive, parce que s'il y a fin des territoires, je me demande ce que j'ai fait d'utile depuis 40 ans, puisque je suis géographe, et que j'ai déjà écrit 5 livres, entre autres, sur la question des frontières. Non, je comprends bien le raisonnement de Bertrand Badi, et je partage en effet cette analyse d'une relativisation finalement à la fois des questions territoriales classiques et des questions d'exercice de la souveraineté dans un monde où les États ne peuvent plus tout. Malheureuse phrase d'un Premier ministre français, pourtant il avait raison, il a quand même perdu les élections. Et toutes ces atteintes qui sont portées aux frontières, à la souveraineté des États, au monopole exclusif du pouvoir, par la mobilité, etc. Alors je dirais sans ruse, j'essaye de comprendre ce qu'il y a quand même de géographique dans ce que dit Bertrand. Alors, je ne vais pas commencer par la fin, mais d'abord, j'ai une petite réserve sur le fait que ce raisonnement liant évidemment à un territoire qu'est-ce que c'est? C'est une portion de l'écorce terrestre qui est délimitée, qui est finie, qui est donc limitée, qui est appropriée, qui est en effet la traduction spatiale de la réalité d'un pouvoir, qui peut être revendiquée, qui peut être rêvée. Il y a des utopies, l'Israël, la Palestine, qui est possédée par contrat, par traité, et où il y a en effet des enjeux sociaux, des enjeux de ressources, des conflits, etc. On a même utilisé un oxymore pour parler de mer territoriale. Avec territorialisation des océans, on est en plein dedans. Il y a eu 120 accords territoriaux océaniques tracés de frontières depuis 30 ans. Je crois que tu sous-estimes un peu ce qui se passe en dehors d'Europe. Moi, je vais souvent en Asie. Il y a une cartographie chinoise depuis plus de
une dizaine de siècles. Il y a des bornes frontières entre l'actuel Vietnam et le Laos, entre les royaumes. Il y a eu des centres de pouvoir dans tous les bassins fluviaux et rizicoles de l'Asie du Sud-Est. Donc je crois que même si ça prend des formes différentes, même si ça n'a pas été théorisé, il y a aussi là quelque chose à regarder. Je crois que même si le système westphalien a été inventé au traité de Münster en 1648, il y a également des pratiques souverainistes dans d'autres régions du monde qu'il faudrait prendre en compte. Deuxièmement, sur la question de la mondialisation. Évidemment, le terme est difficile. Pour un géographe, la mondialisation, c'est d'abord un changement d'échelle. Un changement d'échelle dans l'organisation de la chaîne de production. En gros, c'est ça. Tout le monde le sait. Avec derrière une idéologie néolibérale qui pose l'économique en instance suprême et qui rêve d'un monde dépolitisé. On ne parlerait plus de gouvernants, mais de gouvernance. La gouvernance, je n'aime pas du tout ce terme, j'essaye de l'employer le moins souvent possible. Ça sera un gouvernement sans politique. Et puis ça se termine par ce livre de Thomas Friedman, éditorialiste américain, The World is Flat, le monde est plat. Bon, pour un géographe, le monde n'est pas plat. Il y a des reliefs, il y a des plaines, il y a des montagnes. Je suis un peu terre à terre, mais on fait du terrain. Et derrière ça, on est porté en effet par une lecture économiciste des affaires mondiales. On n'entend plus d'ailleurs parler que de cela, sauf peut-être depuis 2 ans ou 3 ans, parce qu'on voit des problèmes durs, attentats, terrorisme, guerre. On parle maintenant de nouvelles guerres froides. Il faut peut-être se sortir d'une vision de l'état du monde marquée uniquement par les questions économiques. L'autre point, c'est qu'il reste des enjeux ordinaires. L'eau, disponible ou pas, les ressources naturelles, le pétrole, à ma connaissance, n'est pas téléchargeable, donc il faut des explorations, des pipelines, des raffineries, des supertankers, il y a un marché. Il en va de même des gazoducs, il en va de même des matières premières, des productions agricoles. J'ai beaucoup réfléchi à la problématique Internet-frontières. D'abord, l'Internet est d'origine militaire. Il y avait une utopie dans l'Internet qui était une utopie anarchique chez les fondateurs et les inventeurs du concept de cyberespace, Gibson, l'Electronic Frontier Foundation, c'était l'idée qu'il n'y aurait pas de souveraineté dans l'atmosphère, le domaine des ondes, un domaine sans souveraineté. En réalité, l'Internet reste américain. L'ICANN continue de contrôler, c'est en train de changer, la maîtrise des noms de domaine. Quand les autorités françaises veulent apporter une correction à l'extension du domaine du .fr, on doit demander l'autorisation des États-Unis et de l'ICANN. Les câbles optiques, il y en a à peu près 100 000 km, 263 câbles optiques dans le monde. Ils ont des tracés, ils ont des points de départ, des points d'arrivée, ce qu'on appelle des atterrissements. Marseille, Alexandrie, Bombay, Hong Kong, Singapour. Ça n'a pas beaucoup changé depuis la fin du XIXe siècle, quand ils étaient dominés par les États-Unis. Et la seule différence, c'est que certains États peuvent exercer leur souveraineté. En Chine, c'est Baidu, mais pas Google. En Russie, il y a des censures, dont on établit des frontières culturelles. Et d'une certaine façon, derrière ce discours de l'habilité, la capacité à parler, à échanger des idées, des images, et je suis d'accord avec Bertrand, bien sûr, là-dessus, il y a une stratégie que moi j'ai découverte en m'intéressant à la politique extérieure des États-Unis, qui s'exprime par le terme de connectivité. Hillary Clinton, dans un discours excellent célèbre de 2010, avait installé l'idée de la liberté de rassemblement virtuel et d'expression et de communication sur Internet au statut de 5e liberté, après les 4 libertés de Roosevelt de 1942, liberté de vivre en sécurité, sans peur, dans la paix, de se nourrir et de se déplacer. Donc il y a toute une stratégie derrière ça,
de connectivité qui est une diplomatie en quelque sorte d'influence. D'ailleurs, le terme est repris aujourd'hui par les autorités chinoises dans leur projet d'équipement de l'Eurasie. Tu as parlé des Touaregs. Bien sûr, la difficulté, c'est que dans certaines régions du monde, notamment la bande sahélo-saharienne, les groupes nomades, qui sont des pasteurs, c'était la même chose dans la péninsule arabique, c'est la même chose en Asie centrale, en Mongolie, ont une vision du territoire qui est évidemment un peu contraire à la vision du souverain. C'est une vision en réseau, avec les points d'appui qui sont les franchissements et les points d'eau. Mais c'est une logique de réseau. Et en effet, là, il y a une contradiction entre la logique de superficie et la logique de réseau. Et il est vrai que là, on a une véritable difficulté. Mais je reste quand même peut-être terriblement classique, mais je constate que les enjeux économiques, géoéconomiques, les enjeux financiers, on vit dans un monde où vous avez des centres de décision, des donneurs d'ordre, le monde est extrêmement concentré en matière financière, par exemple, et des zones d'exécution. Un monde qui est organisé en centre et en périphérie. Et ça, c'est valable à toutes les échelles. Mais on observe aussi, et ça va dans le sens de ce que dit Bertrand, des phénomènes de mondialisation discrète. Moi, j'ai découvert ça en allant en Afrique. Je m'étonnais de voir dans l'aéroport d'Addis Abeba autant de destinations ouvertes vers la Chine. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui marchait beaucoup, qui s'appelle Yiwu, qui est au sud, dans la région de Canton, Guangdong. Yiwu, c'est le plus grand bazar commercial du monde. Tout le monde va s'approvisionner là en provenance d'Afrique et en provenance du monde arabe. Le monde arabe est en train de se réorienter économiquement massivement vers la Chine. On retrouve ça à Dubaï, mais pour les populations qui achètent des produits de base. On retrouve ça à Istanbul et on retrouve ça, y compris à Aubervilliers. Où il y a tout des réseaux nouveaux de mondialisation discrète, de mondialisation par le bas, la migration étant une forme de mondialisation par le bas. Je crois que l'élément nouveau, mais c'était déjà un débat qu'on avait eu au Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges sur accélération, contemporanéité, simultanéité, un élément nouveau, c'est la diffusion de la connaissance. C'est-à-dire que l'état du monde, dans ses différences de niveau de vie, de qualité, de respect ou non des droits, de protection ou non, l'état du monde, grâce à ce que tu indiques sur les réseaux, etc., est de mieux en mieux connu. Au fin fond du Soudan, sur un appareil portable, on a suivi les Jeux Olympiques de Londres en 2014. On se demande pourquoi les gens du Soudan veulent aller à Londres. Ils ont suivi les Jeux Olympiques. Et le discours de la mairie de Londres, c'était le multiculturalisme, la nation polychrome, multicolore. Ce discours n'est pas nouveau, ça existe depuis Pierre de Coubertin, mais ce qui est nouveau, c'est que cette connaissance est partagée par des milliards d'individus. Il y a plus de 4 milliards d'individus aujourd'hui qui sont connectés. C'est pour ça que j'ai estimé, contre l'avis de certains politiques, que l'immigration, dans un article du Monde l'année dernière, était irrépressible. Non parce que les gens sont malheureux, c'est pas la première raison, c'est parce que maintenant on sait beaucoup plus clairement qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Qu'en Europe, on est protégé quand on vient d'un camp de réfugiés syriens, même si c'est pas au point, qu'il y a des opportunités. Et ça va plutôt dans ton sens, c'est-à-dire cette mondialisation se décline non seulement en termes d'échelle, mais elle se décline, c'est plus seulement celle des élites, c'est aussi la mondialisation de populations qui ont eux-mêmes leur propre stratégie de vie, de survie. Au Mali, les stratégies migratoires se décident en famille. Toi, tu vas aller à Paris, ou plutôt à Montreuil, et tu vas ramener à la maison entre 700 et 1200 euros par mois. Avec ça, on fait vivre une grande famille de 50 personnes. Ce sont des stratégies. Et je crois que c'est ça le véritable changement. C'est-à-dire on est dans un monde, grâce à la révolution numérique, où je dirais la géographie du monde dans sa dimension sociale, sécuritaire ou économique, est de plus en plus largement connue. Et ça, c'est une forme de démocratisation du monde qui est, je trouve, une piste intéressante. C'est comme si tout le monde avait une idée un peu plus claire de la géographie du monde en 2016. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en Europe, on n'est pas du tout préparé à ça. Pourquoi ?
Parce qu'on a tendance à se replier face au bruit et aux fureurs du monde mal interprété dans les médias qui privilégient l'écran. C'est pour ça qu'il faut lire Le Monde et d'autres journaux. Il faut rester sur l'écrit parce que ça donne un temps de réflexion, alors que l'image, l'écran, vous envoie les choses en pleine figure. C'est extrêmement déstabilisant quand on n'a pas les grilles de lecture. Et donc, je dirais que face à ce phénomène de diffusion du savoir, les récepteurs dans les pays privilégiés, l'Europe est attractive, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et donc les gens veulent venir, vous voyez, et nous, voilà. Mais on n'est pas prêt, on a besoin de faire un effort, je dirais, c'est quelque chose qui relève presque de l'éducation civique. Les professeurs d'histoire-géographie sont bien placés pour ça. Je l'ai dit dans un lycée ce matin ici à Blois. Le rôle des professeurs de géographie, c'est justement de permettre aux élèves qui vivent un peu dans ces illusions d'un monde plat, d'un monde sans frontières, YouTube, Facebook et tout ça, un monde d'amis, l'illusion de Facebook, de leur donner les moyens de comprendre ce monde, ses forces profondes, ce que dit Bertrand, parce qu'on n'est pas du tout, on est d'accord, on a des approches par définition un peu différentes, géographie, sociologie, sciences politiques, mais la ligne est la même. On a besoin, face à ce nouveau monde où nous sommes mieux connus, d'outils éducatifs en quelque sorte, pour l'appréhender, l'assumer, le comprendre. Sinon, la tendance, c'est la fermeture. C'est le repli sur soi, ce qu'Hannah Arendt appelait l'acosmisme. C'est la conclusion de mon livre. Le risque, c'est de faire monde à part. C'est de faire monde à part. Mais le monde, lui, nous a déjà intégrés dans son raisonnement. Très bien. Est-ce que les États ne se tirent pas une balle dans le pied, finalement? Parce que vous parlez de pousser de la mondialisation tous les deux, et vous dites en gros que ce sont les États qui ont favorisé, par différents moyens, ces progrès de la mondialisation. Par exemple, les NTIC, ou alors les flux de marchandises, les flux de biens, etc. Mais en même temps, l'État, en favorisant ces processus de mondialisation, perdait de l'influence en tant qu'unité directrice de l'organisation du monde. Et cette réaffirmation des frontières dont vous parlez dans votre dernier ouvrage, est-ce que ça traduit une volonté de sortir de cette contradiction, ou est-ce que ça traduit plutôt, tout simplement, une volonté de faire stagner la mondialisation? Bertrand Badi. Oui, alors, effectivement, Michel et moi, nous sommes très proches, et il n'y a pas de contradiction entre nos visions. Je voudrais d'ailleurs le rassurer, la géographie ne s'est jamais si bien portée. Je dirais au contraire, quelle aubaine pour la géographie que de voir ce grand mouvement de remise en cause, de redéfinition, de transformation de l'espace et de la spatialisation. Si la géographie est la science de l'espace, alors et de l'organisation de l'espace, alors justement, le problème de notre tournant de millénaire est un problème de géographie. Comment passer du territorial au post-territorial? Deuxièmement, ce n'est même pas passer du territorial au post-territorial. Là, nous serions dans la caricature. Parce que ce qui est intéressant, ce qui est même passionnant, c'est de voir que ces deux visions, territoriales et, allez, osons le dire, déterritorialisées ou aterritoriales, coexistent dans notre monde actuel. Notre droit international est un droit tout à fait, totalement territorial. Nos institutions internationales reposent sur le principe de territorialité. Les frontières existent et qui oserait dire qu'elles n'existent plus. Donc, nous sommes dans une apparence de maintien du principe de territorialité, là où des forces profondes... Alors, ce n'est pas le choix des États, Gaït, c'est le progrès de la technologie. Les États n'ont pas créé la mondialisation, non, ils l'ont favorisé. Oui, ils l'ont vu surtout passer sous leur nez. Les conventions multilatérales, etc., c'est une manière de favoriser la mondialisation.
Oui, c'est peut-être un autre débat. Moi, je me demande ça si c'était pas une marche forcée des États. Hein. Les forces profondes qui poussent à la mondialisation, notamment liées à cette révolution des communications, vont bien au-delà du choix des États. Mais ce qui m'intéresse, et Michel l'a dit, et je voudrais revenir sur ce point parce que c'est très important, c'est qu'en fait, nous sommes face à un choc d'historicité, c'est-à-dire un choc entre la mondialisation qui est notre séquence historique actuelle et notre histoire européenne qui est tellement imbibée de territorialité que, comme le disait très bien Michel, tout ce qui fait progresser la mondialisation trouve comme réponse, notamment dans le monde européen occidental, une espèce de défense des combats d'arrière-garde pour sauver le principe de territorialité. Regardez la rhétorique politique dans ce début de campagne électorale où on nous parle tant justement de ce retour au territoire. Et regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe au Danemark, en Slovénie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, etc. Là où j'ai un léger désaccord avec Michel, c'est que je ne pense pas que l'histoire territoriale soit une histoire universelle. Et quand tu fais référence à l'Asie, moi j'aurais tendance à interroger l'histoire impériale multimillénaire de la Chine et me demander si elle est réductible au principe de territorialité. Justement, le propre des empires en général, et de l'empire chinois en particulier, c'est cette distance par rapport au principe de territorialité. L'empire chinois n'avait pas de frontières, il avait des marges. Et nous restons sur cet héritage, d'où la question tibétaine, d'où la question ouïghour, d'où la question mongole, d'où la question vietnamienne, d'où la question coréenne, d'où la question de la mer de Chine, c'est-à-dire cette construction du politique qui faisait que l'Empire n'était pas clôturé, et lorsqu'il y avait une muraille en Chine, c'était uniquement face une protection des dynasties face à l'apparition de forces venues de l'extérieur capables de les menacer. Donc c'est toute une histoire du rapport à l'espace qui est très différente de la nôtre et qui explique pourquoi les Chinois, enfin, c'est une des explications qui rend compte du fait que les Chinois ont la mondialisation heureuse, là où nous avons la mondialisation malheureuse et que nous voulons à tout prix rétablir Westphalie pour endiguer la mondialisation. Je termine juste sur un point. Je crois effectivement, comme Michel, qu'il y a quelque chose, et je regrette que ce soit lui qui l'ait dit le premier, parce que j'avais tellement envie d'en parler avant lui, c'est la mondialisation des imaginaires. Et ça, que ce soit le breton chrétien qui se convertit à l'islam et qui devient djihadiste, que ce soit la colère de celui qui habite les bidonvilles de Karachi ou de Lagos et qui effectivement maintenant voit où sont et qui sont les riches et les puissants, c'est probablement ça qui est en train de bouleverser nos relations internationales et qui fait que le choc des sociétés et les comportements sociaux deviennent des vecteurs de relations internationales plus importants que les diplomaties d'État. Et ça aussi, c'est un peu la fin du principe de territorialité. Merci. Alors restons sur l'Europe, qui apparemment pose un problème dans la mondialisation avec son principe à outrance de territorialité. Michel Fouché, et je pense que ça va vous faire plaisir cette question. Comment construire une identité européenne et comment se connaître et comment connaître une identité européenne alors que l'Union européenne ne cesse de s'élargir? N'y a-t-il pas un moment, une obligation d'avoir des limites pour dire voilà, ça c'est chez moi, je caricature un peu, et ça c'est mon voisin qui est au-delà de ma barrière? Comment on fait? Comment on fait? On fait comme on peut. Hier, on a, je trouve, accompli un grand progrès dans ce domaine avec l'installation de ce corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Garde-frontières et de garde-côtes. Qui sera doté d'un certain nombre de moyens humains, financiers, 320 millions d'euros, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, qui est toujours curieusement situé à Varsovie, et qui aura une possibilité
d'assister des États en difficulté, notamment la Grèce. Donc c'est installé, alors curieusement, dans un État qui n'est pas dans l'espace Schengen, la Bulgarie, à la frontière turque. Et donc on désigne là la frontière bulgaro-turque comme une limite, un segment de la frontière extérieure de l'Union européenne, plus exactement de l'espace Schengen. Donc c'est un progrès, parce que j'ai toujours pensé que les limites souhaitables de l'Union européenne, ou plus exactement de l'Europe de l'Union, serait là où on serait capable d'exercer un contrôle. Contrôle, c'est pas la fermeture, un contrôle démocratique, humain, etc., des relations, et notamment des relations humaines avec l'extérieur. Le mot Europe est très compliqué parce que, par paresse intellectuelle, on ne cherche jamais, notamment chez les dirigeants politiques, à le préciser. C'est un terme, évidemment, de la géographie la plus classique. C'est le continent. C'est le continent européen. Avec une limite orientale conventionnelle, qui est passée dans tous les manuels scolaires, mais qui est une création datée. Bertrand parlait tout à l'heure des temporalités. Lorsque Pierre le Grand, Pierre Ier de Russie, plus exactement prince de Moscovie, veut sortir de l'Eurasie dominée par les Tatars et voit très bien que Amsterdam a des chantiers navals, que la capitale devrait être déplacée des clairières de Moscovie vers quelque chose qui va s'appeler Saint-Pétersbourg, très difficile dans des marécages. Des milliers de cerfs y perdront la vie. Son conseiller, qui était géographe, aménageur, ingénieur des mines, Vassili Tatitchev, auteur d'encyclopédie, lui propose d'instaurer la chaîne des monts Oural. Le transsibérien, dans le mont Oural, c'est encore plus bas que le Massif central, c'est pas le Caucase, c'est pas l'Himalaya, le transsibérien passe à 240 mètres d'altitude, comme limite orientale de l'Europe. En fait, c'est un projet géopolitique qui consiste à accompagner la volonté de modernisation de la Moscovie par Pierre le Grand en la rattachant à un ensemble qui est avancé, qui est plus avancé en termes techniques, en termes de lois, etc., etc. Cette limite conventionnelle de l'Europe dite géographique n'a jamais et ne sera jamais une limite géopolitique, ni une frontière. Donc là, on a une vraie difficulté. Lorsque De Gaulle veut rassurer les soviétiques, qu'il appelait d'ailleurs les Russes, ou plutôt il disait toujours la Russie, après son rapprochement franco-allemand, parce que ça les inquiète beaucoup à Moscou, ce rapprochement avec Adenauer. Et j'ai découvert ça d'ailleurs dans le manuel scolaire franco-allemand de classe de terminale, où cet épisode en France ne pose pas de problème, alors que les historiens allemands ont ajouté des caricatures et de la propagande anti-Adenauer assimilées à un nazi au moment où il y a ce rapprochement avec De Gaulle. De Gaulle veut rassurer l'Union soviétique en parlant d'un espace de solidarité de l'Atlantique à l'Oural. L'Atlantique à l'Oural, c'est la vieille conception de la géographie scolaire. Mais l'Oural n'est pas, encore une fois, et n'a jamais été, et ne sera jamais, une limite politique. Donc, première difficulté, où s'arrête le continent. Regardons du côté des institutions. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, inclut les États-Unis et le Canada. Ça va donc de Vancouver à Vladivostok. C'est l'Europe de Vancouver à Vladivostok. Le Conseil de l'Europe, créé en 1949, belle invention, qui s'élargit après 1989, dont la Turquie est membre dès octobre. Il a été fondé en mai 1949, la Turquie entre dans le Conseil de l'Europe en octobre 1949, membre quasiment fondateur. Inclut aujourd'hui l'ensemble des anciens pays de l'Est, l'ancienne Union soviétique et les pays d'Asie centrale. Donc là, on a l'Europe du Conseil de l'Europe, je dirais c'est la grande Europe, c'est l'Europe
de Brest à Vladivostok. Après, on a l'Europe de l'Union, et j'arrive à votre remarque. L'Europe de l'Union, elle commence à 6, c'est l'Europe carolingienne, et puis on va faire du carolingien étendu. Après 89, ça continue de s'élargir, et en effet, il y a une dynamique d'élargissement continu, poussée essentiellement par les États-Unis, par les intérêts économiques allemands, par les rivalités entre les différents États qui, pour des raisons de sécurité, veulent que les pays voisins fassent partie du même club. Ça marche très bien. L'inconvénient de cela, c'est qu'on est incapable d'avoir une politique extérieure, puisqu'on ne sait pas où est l'extérieur de l'Union européenne. Et en plus, on est incapable, on s'interdit parce qu'on refuse, au fond, de dire non aux Ukrainiens ou aux Turcs, ou bien on refuse d'imaginer quelque chose qui serait non plus le tout ou rien de l'adhésion, mais quelque chose d'intermédiaire, différencié, je dirais sur mesure. Donc, excusez-moi, le Brexit ne va pas favoriser cet intermédiaire entre rien et l'intégration ? Je ne sais pas. Le Brexit est un épisode parmi d'autres qui, d'abord, qui ne va pas annuler l'influence de la diplomatie britannique dans l'ensemble des États européens après, quand il aura lieu au plus tard en 2019, s'il a lieu sous la forme actuelle qui est envisagée. Et deuxièmement, il révèle des problèmes qui sont préexistants, mais c'est vrai que nos amis britanniques avaient une vision extensive. Ils le disent d'ailleurs très très clairement. Moi, je vous invite, si vous avez du temps, à lire les 4 discours prononcés par les dirigeants britanniques à Birmingham dimanche dernier. L'un d'entre eux, David Davis, dit « Nous avions adhéré à une communauté économique, à un marché commun, qui a un projet d'union politique, nous quittons cette union politique. » Donc ça, c'est tout à fait clair. Je crois qu'il est temps, en effet, de fixer non pas des frontières à l'Union européenne, mais de fixer des limites. Parce que l'Union européenne n'est pas un État souverain. Donc on peut fixer des limites à un ensemble. Ça permettrait à ce moment-là d'avoir peut-être une politique extérieure plus claire. Alors vous voyez que c'est au moment où on consolide la frontière extérieure de Schengen, Bulgarie, Grèce, que le gouvernement turc met la pression pour relancer les négociations, alors qu'on sait que ça ne se fera jamais. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de paresse intellectuelle. Je suggère quand même d'être toujours précis quand on parle de l'Europe. Il y a l'Europe continentale. Je ne dis rien sur une civilisation de très longue durée, qui pendant longtemps ne s'est pas appelée Europe. Ça s'appelait la chrétienté. Et elle avait d'autres limites. Le mot chrétienté a été remplacé par le mot Europe sous Guillaume d'Orange, qui luttait contre l'indépendance des Habsbourg catholiques, qui a donné interdiction assez claire d'employer le mot chrétienté, à l'époque, en fait, où la chrétienté était elle-même divisée par les guerres de religion. Donc mais il y a ce lien, si vous voulez, il y a cet héritage qu'il ne faut jamais oublier. Donc il y a une difficulté avec un terme qui est polysémique et qu'il faut essayer d'employer de manière précise. Au-delà de ça, toute communauté humaine, nationale ou plurinationale a besoin de savoir où est son dedans et où est son dehors. C'est structurant. Estia, Hermès. On a besoin de cela. L'Union européenne, l'Europe de l'Union ne peut pas être une communauté politique ayant une politique extérieure si elle ne sait pas ou si elle refuse de savoir où commence son extérieur. Et il y a des textes extrêmement intéressants, puisque Bertrand parlait de la Chine. Il y a un texte du philosophe anglais David Hume de la fin du XVIIIe qui est extrêmement éclairant sur le rapport au territoire. Il compare l'Europe du XVIIIe, qui n'a pas de réalité autre que de civilisation, n'est pas organisée institutionnellement, et la Chine, uniformité chinoise. Il assimile d'ailleurs la papauté à la Chine, dans son côté un peu hégémonique et standardisant. Alors qu'il dit, et je suis convaincu de cela, que le propre des Européens, des peuples nombreux très différents les uns des autres, c'est la friction. C'est pas la division, c'est la friction. C'est-à-dire à la fois le narcissisme des petites différences, chacun chez soi, sa langue, son dialecte, et en même temps le commerce quotidien des idées, des biens,
de la philosophie, les tensions, les divisions. Il faut qu'on arrête de parler des divisions de l'Europe. C'est structurel. C'est même la force des Européens, c'est d'être capable d'être divisés, de se frictionner, si j'ose dire, hein, et de dépasser cela. Vous voyez ? Mais la grande difficulté, Michel, c'est que nous ne sommes plus dans un monde unimodal. Nous sommes dans un monde à plusieurs échelles. C'est-à-dire que nous appartenons tous à des unités politiques de taille et de pertinence différentes. Le beau temps du principe de territorialité, c'était le temps de la parfaite juxtaposition d'États-nations souverains. Ça n'existe plus. C'est-à-dire nous sommes en même temps bretons, français, européens, occidentaux, chrétiens, citoyens du monde, etc. Ce qui était purement théorique il y a quelques décennies existe dans la réalité pratique et quotidienne. Et ce qui est très difficile pour un Européen, c'est de penser le multiscalaire, c'est-à-dire de penser que nous sommes à plusieurs niveaux en même temps et que du coup, l'identité simple ne peut pas être proclamée autrement que par l'idéologie. C'est-à-dire que l'identité européenne n'efface pas l'identité française, qui n'efface pas l'identité bretonne, et que la rhétorique politique vient casser en quelque sorte cette dynamique en nous incitant à nous donner entièrement à une seule identité, et peut-être même aux ancêtres les Gaulois. Or, mais oui, et donc nous sommes maintenant, et c'est cela que la culture européenne a du mal à concevoir, nous sommes dans un monde où l'identité plurale est fondatrice de nos comportements sociaux. Nous avons tous plusieurs cartes de visite dans notre poche. Michel, quand nous faisons une mission universitaire en Asie, on se sent plus universitaire que français, etc. Et mon collègue chinois on se sent européen. Non, moi quand je suis en Chine et que je travaille avec mon collègue chinois, je me sens académique et plein de liens, de complicité, de culture et d'intérêts communs avec le professeur de l'université de Tsinghua. Quand je suis à Berlin avec un collègue allemand, je me sens européen. Quand je suis en France, suivant la campagne électorale, eh ben, effectivement, je me sens français. Et quand j'achète mon pain dans le 15e arrondissement, je m'affiche comme étant habitant du 15e arrondissement, ne serait-ce que pour que la boulangère me donne du bon pain. Donc, la logique, et c'est en cela peut-être que le principe de territorialité est le plus sévèrement bousculé, c'est que la mondialisation nous projette dans un espace multiscalaire. Et que cet espace multiscalaire, il est quelque part antinomique avec le principe de territorialité. Et quand je pointais tout à l'heure un peu méchamment la rhétorique politique en France, elle est aussi compréhensible, c'est-à-dire que c'est de l'ordre d'un réflexe multiséculaire que de nous rappeler à l'ordre d'un cadre national, point final. Alors, justement, on parle des identités et notamment donc, de ce rapport entre territorialité et identité plurielle. Le retour des frontières que vous évoquez dans votre ouvrage, alors la question s'adresse à mes deux invités, est-ce qu'il s'agit, enfin, traduit-il ce retour des frontières d'une peur, et là peut-être on est au cœur de ce qui se passe en France, d'une peur des sociétés, voire des appareils d'État, ou d'une réaffirmation des identités nationales ? Le titre que j'avais proposé à l'éditrice des éditions du CNRS était en effet la réaffirmation des frontières. C'est un terme d'ailleurs que j'ai trouvé en Afrique, au Mozambique. Ça peut paraître curieux, mais j'ai pas mal travaillé avec l'Union africaine sur cette question, parce qu'ils sont en train de démarquer leurs frontières pour faciliter la vie des gens et notamment les transactions. Mais enfin, le retour, c'est plus clair. C'est, on pourrait dire, la fin de l'invisibilité. C'est plus exactement ça. Il y a un exemple que je donne, quitte à me répéter. Si je vais de Strasbourg à Kiel, puisque j'ai parlé du Conseil de l'Europe, sur le pont de l'Europe, qui traverse le Rhin, vieille histoire de frontière, le Rhin, débat entre géographes allemands et géographes français, évidemment, pour des questions d'État. Les Allemands disaient que, en fait, le Rhin était le cœur d'un bassin hydrographique, et les Français disaient que c'était une frontière. Et évidemment, on voit très bien pourquoi. Sur ce pont de l'Europe, il y a quelque chose de formidable. Il y a des textes écrits par
un intellectuel de chacun des pays membres du Conseil de l'Europe. Pour la France, c'est Jacques Le Goff, l'historien. Et il parle essentiellement d'Hestia et d'Hermès, du dedans et du dehors. L'idée que c'est parce que j'ai un dedans, mais on parle collectivement là, le jeu est un nous, que l'on peut se projeter au dehors pour accueillir le dehors en son sein. C'est pour ça que j'insiste tellement. Donc pour moi, la frontière a d'abord une valeur symbolique en termes de représentation. C'est eux et nous, ça peut être... Le dehors n'est pas négatif. Le dedans n'est pas supérieur, mais on est quelque part, on parle de quelque part, on vit quelque part, on a une collectivité, et on a besoin de cette articulation-là, mais à partir d'un lieu. Si je vais de l'autre côté, je passe sur le pont, en temps normal, il n'y a pas de contrôle de police, il n'y a pas de douane. Schengen, marché commun. Je n'ai pas besoin de changer des francs contre des Deutschmark. Et si j'arrive à Kiel, je ne suis pas en France. Je n'ai pas vu la frontière. Je peux y penser, mais je ne l'ai pas vue. Et pourtant, elle est bien là. Elle est là au sens où, de l'autre côté, je suis dans un pays qui a une autre histoire, où on parle une autre langue, et qui n'est pas organisé de la même façon, c'est un pays fédéral. Je suis en Allemagne, mais je suis d'abord dans le Bade-Württemberg. Donc, je crois que ce qui se passe actuellement, c'est que cette invisibilité des découpages territoriaux, des limites entre les États, en quelque sorte, se modifie en fonction précisément de phénomènes qui sont perçus comme menaçants s'il s'agit d'attentats. Au plan économique, les dumpings de l'acier chinois. Alors les Américains mettent 500% de droits de douane, nous on n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Et donc, on est plutôt dans une période, je trouve, de fin de l'invisibilité de ces limites internes à l'Union européenne, où la mobilité est tout à fait considérable, puisque les accords de Schengen, dans leur dimension interne, après 20 ans d'existence, c'est ce qui est considéré par tous les eurobaromètres comme l'acquis le plus important de la construction européenne dans son narratif plus jamais la guerre. C'est-à-dire, au fond, l'inconscient de tout ça, c'est les lignes de front sont devenues des zones de passage. C'est ça ce qu'il y a derrière. On est passé du front à la frontière qui est devenu invisible. C'est-à-dire on ne se bat plus. C'est ça ce qu'il y a derrière le discours franco-allemand. C'est évidemment justifié. La mobilité dont parlait Bertrand, elle est considérable. J'ai regardé un peu les chiffres. À l'intérieur de l'espace européen, à l'intérieur, c'est plus d'1 milliard de passages de frontières par an. 560 millions par avion, donc les aéroports, par voie ferrée, par mer, et évidemment par la route. Les entrées extérieures, 433 millions, dont la moitié de citoyens européens. Donc on est en effet dans un monde d'une extraordinaire mobilité, et donc on a pris l'habitude, si vous voulez, au fond, on s'est habitué à cette invisibilité qui évidemment favorise la vie. Sauf que quand on a affaire à des défis régaliens d'insécurité, de menaces, la réponse, elle n'est pas déléguée à Bruxelles. La réponse, elle est nationale. C'est le souverain, c'est l'État. C'est vers l'État qu'on se tourne quand on a affaire d'abord à des défis régaliens. C'est pour ça que j'estime qu'il y a... Ça, c'est pour l'Europe. Alors, partout ailleurs, on est en plein retour des frontières ou affirmation brutale des frontières, quitte à les déplacer. Mais déplacer une frontière, c'est une façon de l'affirmer. Alors, avant de passer la parole pour une réponse assez brève de Bertrand Badi, parce que j'ai encore une question. Pourquoi c'est bref ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais passer la parole à la salle. Mais je vais avoir une question, enfin 2 questions en une. Donc d'abord celle-ci. À laquelle... 2 questions brèves. Hein. Oui, bien sûr. Donc celle-ci déjà. Et puis, vous rajoutez une qui va vous faire plaisir aussi, je pense, c'est que souvent, on dit, et Michel Fouché l'a rappelé il y a 10 minutes, en disant que l'Union européenne n'est pas un État. Et effectivement, c'est une association d'États. On a pensé à un moment donné que cette technique du régionalisme pouvait absorber, voire réguler, les problèmes que la mondialisation créait. Et on a vu que ce modèle d'intégration régionale, c'est-à-dire l'Union européenne, a fait des petit à petit dans le monde, sous différentes échelles, parce que vous avez le modèle intégré maximal qui est l'Union européenne, puis vous en avez d'autres organisations régionales, comme je prends par exemple l'APEC, qui est juste un forum de discussion. Pourquoi le régionalisme n'a pas marché pour favoriser
réguler, contenir les phénomènes de mondialisation? Alors je vais vous répondre brièvement, mais je voudrais répondre brièvement à ce que disait Michel. Je voudrais dire, parce que c'est très important pour notre débat, que évidemment, il y a retour des frontières pour au moins 3 raisons. D'abord, tant qu'il y aura des États, il y aura des frontières et il y aura un problème de frontières, par définition. Et comme je l'ai dit, les États ne sont pas abolis. Deuxièmement, tant que fonctionneront ces comportements de rétraction nationale et identitariste que je désignais tout à l'heure, les frontières s'en trouveront évidemment valorisées, d'où les lames de rasoir que les Slovènes mettent à leurs frontières ou différentes inventions du même type dans d'autres pays d'Europe. Et troisièmement, parce que tant qu'il y aura de la frustration au sein de communautés politiques qui n'ont pas pu s'organiser en propre, eh bien, évidemment, il y aura une quête de territoire et donc une quête de frontières. Mais ça, c'est un aspect du sujet qui ne dément pas l'autre, qui court toujours. C'est-à-dire, est-ce que ces frontières ont une efficacité, une pertinence dans ce jeu que nous décrivions tous les deux de manière tout à fait consensuelle, c'est-à-dire de mobilité, d'interdépendance, d'intégration, etc. Donc, c'est bien la confrontation de 2 cultures qui demeure et qui, d'un certain point de vue, fait, sinon le malheur, du moins les difficultés de notre monde actuel. Alors, l'intégration régionale, moi je me souviens quand je faisais mon cours sur l'intégration régionale il y a 7-8 ans, je disais c'est la solution. C'est-à-dire, c'est la mondialisation du possible. La mondialisation ne peut pas donner naissance ni à un gouvernement du monde, ni même à une gouvernance mondiale crédible. Donc commençons par des échelles moyennes, regroupons les États dont la taille critique ne correspond plus aux enjeux de la mondialisation et préparons-nous progressivement à cette mondialisation en construisant de grands ensembles régionaux. Et vous avez raison de dire que cette idée qui était au départ une idée européenne a essaimé et rares sont les portions du globe qui échappent à cette attraction régionaliste. Mais vous avez raison aussi de dire qu'en fait, la grande découverte de ces 5-10 dernières années, c'est que ça ne marche pas. Et ne nous flagellons pas, nous, Européens. Ça ne marche nulle part, d'un certain point de vue. Regardez, j'étais en Amérique latine la semaine dernière, le grand dépit des latino-américains face au Mercosur, qui est arrivé à un point épouvantable. On ne sait même plus qui est président du Mercosur aujourd'hui. En fait, il y en a une dizaine. Bon, enfin, 7-8. C'était le problème de la construction régionale en Afrique se pose de manière aiguë. La Ligue arabe a été un fiasco complet. Bref, quelle est la construction régionale heureuse aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à la question du pourquoi. Il y a l'idée, effectivement, assez conservatrice, qui consiste à dire on ne peut pas gérer les enjeux du monde autrement que par le biais de la souveraineté. Or, toute construction régionale, même celles qui sont les plus avancées, comme la construction européenne, ne sont pas claires sur la question de la souveraineté. On nous dit l'Europe c'est un pool de souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire un pool de souveraineté? Je veux dire, le propre de la souveraineté, c'est que ça ne vit pas en pool. Hein. Et donc, ben oui, il y a là quelque chose que jamais ni la théorie, ni l'idéologie, ni la rhétorique politique, ni la science n'a pu dépasser. C'est peut-être le signe que nous étions sur la mauvaise voie. Il y a peut-être, et je m'intéresse aux 2 autres options. Il y a une autre option qui nous dit, mais dans le fond, est-ce que l'intégration doit nécessairement passer par la contiguïté et la continuité territoriale? Est-ce que la bonne intégration ne passe pas par le choix de ceux qui nous ressemblent le plus? Et de ce point de vue-là, il y a une expérience dont on parle très peu, mais qui est très intéressante à suivre, c'est celle de l'IBAS. Inde, Brésil, Afrique du Sud. 3 États, 3 continents. Et l'IBAS, créé en 2003, à 13 ans d'âge, se porte bien et alimente la coopération entre ces 3 puissances émergentes de manière beaucoup plus efficace que le Mercosur. Il y a aussi, mais là, n'entrons pas dans cette gigantesque parenthèse, le cas des BRICS, comme vous le savez, qui ne correspond pas à cette logique de continuité territoriale. C'est ce que dans le jargon on appelle le transrégionalisme, qu'il faut suivre. Est-ce que finalement la France ne gagnerait pas
à construire des partenariats forts avec des pays tels le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, avec lesquels elle serait plus complémentaire peut-être qu'avec des Britanniques, on n'a jamais réussi à être complémentaire en rien du tout. Hein. Bon, pardon à nos amis britanniques. Bien. La dernière réponse, c'est celle que je suggérerais, c'est celle qui a ma préférence, c'est de dire que finalement nous avons pensé l'intégration régionale, comme vous l'avez dit très justement, à travers la formule de l'association, du stakeholding. C'est-à-dire, l'union fait la force. On s'associe pour partager les dividendes. Oui, mais quand il n'y a pas de dividendes, qu'est-ce qu'on partage? Autrement dit, et là aussi ça a été l'objet d'une de mes conversations avec M. de la Palisse, l'Europe marche bien quand ça va bien et marche mal quand ça va mal. Pourquoi? Parce que justement la logique associative est une logique de partage des bénéfices. Nous avons vécu sur l'illusion de la pérennité d'une telle formule. Est-ce que les enjeux de la mondialisation actuellement ne nous mènent pas vers autre chose qui n'est pas l'association mais la solidarité? Moi vous m'avez taxé de sociologue, c'est un grand honneur, mais si je suis sociologue, j'ai un maître qui est Émile Durkheim, qui nous disait « mais il n'y a pas de jeu social complexe qui ne puisse être durable sinon à travers la construction de la solidarité ». Et d'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque nous avons construit nos nations européennes, où nous avons parachevé leur construction à la fin du XIXe siècle, c'est ainsi que nous avons pensé la protection sociale, la redistribution, etc. Est-ce que véritablement, ce qui manque à l'Europe, ce n'est pas de remplacer l'idée d'association par l'idée de solidarité, qui devrait logiquement conduire les plus forts et les plus dotés à penser que ce n'est pas leur devoir, mais même leur intérêt d'être solidaires avec les plus précaires et les plus fragiles, à l'instar par exemple de la Grèce. Le fait de se régaler sur le dos des malheurs de la Grèce, ça c'est un réflexe associatif qui ne mènera jamais à rien. Concevoir l'Europe comme un corps solidaire, quand vous avez mal à la tête, votre système digestif ne dit pas ça ne me regarde pas, que la tête se débrouille, moi je fonctionne de mon côté. Non, tous les organes du corps sont solidaires dans leur réaction aux défis et aux enjeux. C'est très exactement, je crois, le défi nouveau auquel se trouvent confrontées les constructions régionales. Merci. 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 Dans quelques minutes, je donne la parole à la salle, mais je voudrais poser une dernière question à Michel Fouché pour équilibrer aussi. D'ailleurs, Bertrand Badi pourra y répondre aussi. Ah bon? Ah, vous devenez libéral? Ah, je suis très libéral, enfin, juste pour le moment là. On vient de dire pendant à peu près 1 heure que la mondialisation est venue bousculer les souverainetés, notamment le principe de territorialité, etc. À terme, sans faire de politique fictive, à terme, peut-on se passer de l'État sans tomber dans le chaos? D'abord, la mondialisation, elle a des acteurs, elle a des moteurs. Il y a des outils techniques, on a dit, c'est le conteneur, la révolution du conteneur, et puis l'Internet, qui facilite les relations entre les donneurs d'ordre et les exécutants, la circulation de la monnaie, etc., etc. Mais enfin, ce sont des choix qui ont été faits, en particulier dans les années Reagan et les années Thatcher, de dérégulation massive, choix sur lesquels d'ailleurs le nouveau gouvernement conservateur britannique est en train de revenir. Le mot city et le mot service financier n'ont pas été cités une seule fois dans les discours dimanche. Il y a une révolution conservatrice sociale qui est en cours, là, je signale ça au passage. Et la mondialisation, c'est aussi la mondialisation des États. Les États sont des acteurs de cela. Parce qu'ils négocient l'abaissement généralisé des droits de douane, ils peuvent d'ailleurs les rétablir en cas de menace, l'acier chinois, ils peuvent fixer les règles collectivement
dans le domaine des services financiers, vous avez des régulations tout à fait extraordinaires. L'État américain a une conception extrêmement large et extensive de l'extraterritorialité de ses lois, ce qui fait que quand on veut vendre des Airbus à l'Iran, il faut demander l'autorisation de l'OFAC, Office of Foreign Asset Committee, parce qu'il y a 10% des composants électroniques qui sont américains. Alors pour Boeing, c'est très simple, parce que le Congrès des États-Unis a levé les sanctions, a exempté Boeing de l'application des sanctions, mais pas Airbus. Donc il y a bien un rôle des États, soit dans le sens de la dérégulation, soit dans le sens de la régulation. Le domaine financier, que je connais bien, notamment en Europe, est extrêmement régulé, avec des provisions. Les États interviennent peut-être à l'excès dans le domaine économique, notamment dans le domaine des règles, si vous voulez. J'ai parlé de l'ICANN tout à l'heure, c'est une négociation internationale. L'OMC associe les États. Les États peuvent très bien accepter. Alors après, il y a une dérégulation complète. Les États ont des stratégies. On parlait de la Chine. La Chine a une stratégie de montée en puissance, par exemple, dans les domaines de haute technologie, dans les domaines du solaire, des panneaux solaires, dans les domaines, évidemment, des industries de communication. Donc, je crois que simplement, aujourd'hui, on a des États, en Europe en particulier, qui se concentrent, je dirais, sur les domaines régaliens. Je crois que c'est ça, maintenant. Les domaines régaliens, mais l'État, seul ou en association, ou en négociation, plus exactement, a la capacité de fixer un certain nombre de règles. On le voit avec le débat fiscal actuellement. On voit avec le débat fiscal. Simplement, il y a des désaccords, parce que des divergences d'intérêts. Il est sûr que dans le cadre de l'Union européenne, il faudrait arriver à non pas une harmonisation fiscale, mais une espèce de bande de variation entre les États qui, pour rattraper le temps perdu, ont des flat tax à 12%, et ceux qui ont des taxes, des impôts extrêmement élevés. L'État reste le législateur, en négociation, jamais seul. Merci. Eh bien, Monsieur Badi, pour une réponse, s'il vous plaît, courte. Et ensuite, la parole à la salle. D'ailleurs, vous pourrez revenir. Alors, une phrase. Alors, une phrase sur la question. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et que je voudrais citer à ce propos. Un auteur, malheureusement, assez peu cité et peu connu, semble-t-il, en France. Il n'a d'ailleurs jamais été traduit en français. C'est David Mitrani. David Mitrani avait publié en 1943, en pleine guerre, un petit livre absolument extraordinaire qui s'appelle A Working Peace System. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont voyagé, ça veut dire un système de paix opérationnel. Et quel était le grand argument de Mitrani? Et c'est, je crois, une réponse importante à votre question. Mitrani nous dit, mais la finalité du politique, c'est pas l'État. La finalité du politique, c'est le bonheur et l'accomplissement des êtres humains. Si la satisfaction des besoins des êtres humains passe par l'État, on maintient l'État. Si ça passe par plus grand, on construit plus grand. Si ça passe par plus petit et notamment la redécouverte de l'échelon local, on reconstruit l'échelon local. Je pense qu'en fait, nous nous orientons vers ça. On le voit bien, cette renaissance du local sous différentes formes, cette entrée difficile, mais quand même forte dans les mœurs de cette conception transnationale et d'intégration supra-étatique, à travers le multilatéralisme auquel il faut quand même rendre hommage, tout ça montre que ce monde n'est gouvernable, non pas par le principe de territorialité, mais par le principe, en fait, de subsidiarité qui était ainsi inventé. Merci Bertrand Badi, merci Michel Fouché. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste vous signaler qu'à l'issue de cette conférence, mes deux invités vont se rendre sur leurs stands respectifs pour signer leur dernier ouvrage. Je rappelle le titre des ouvrages. Bertrand Badi, Nous ne sommes plus seuls au monde, à ma droite. Et à ma gauche, Michel Fouché, Le retour des frontières. Donc à ma droite, La découverte, et à ma gauche, CNRS Éditions. Pas cher. Oui, pas cher du tout. Les deux d'ailleurs, les deux. Le sien est moins cher. Ah non. C'est dedans et dehors, voilà. Alors, je ne vois pas de bras se lever. Ah, si. Madame.
Et après, monsieur. Voilà. D'abord, madame. Il y a un micro. Privilège. Je crois qu'il y a des micros qui circulent. Voilà. Il y a une dame qui circule avec des micros, ou un micro. Ensuite, donc, il y a monsieur ici. Et il y a madame là-bas. Et ensuite, madame... Non, voilà, il y a madame en haut là-bas. Mais d'abord, madame, monsieur et madame. Oh, ça dépend. Bonjour. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, madame, et pour tout le monde, posez des questions. Il nous reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc, des questions. Et si vous avez envie ensuite de parler aux auteurs, s'il vous plaît, rendez-vous au stand pour discuter et faire signer les ouvrages. Merci. On vous écoute. Non, je voulais juste savoir si vous avez le temps de nous donner vos opinions, messieurs, sur la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous pouvez le dire. La Syrie. Et troisième chose... On va en un quart d'heure, madame, vous êtes sûre? Voilà. Et dernière chose, les migrants, je crois qu'il faut cesser de dire on est pour, on est contre. Non, madame, excusez-moi. Mais comment on fait? Non, excusez-moi, madame, on ne va pas pouvoir répondre comme ça, Turquie, Syrie et pourquoi pas Afghanistan et le monde. Non, il faut poser une question. Genre, on y viendra. On prend la deuxième question. Madame, voilà, s'il vous plaît, la deuxième question là. Et ensuite une question là-haut. Mais on vous oublie pas, hein. Merci, vous nous avez de manière éminente montré comment il y avait une difficulté à faire vivre des frontières. Et donc le réflexe pour affirmer un État, pour affirmer une région, pour affirmer des pouvoirs, c'est de dire si on rétablissait plus fortement les frontières. Or, toutes les raisons que vous avez mises en évidence sont de dématérialisation des frontières. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler la dématérialisation du pouvoir? Merci. Voilà une bonne question précise. Alors, qui veut répondre à cette question? Non, mais il ne faut pas oublier madame. Non, mais je ne vais pas l'oublier, mais on va la prendre en dernier parce que si c'est un peu long... La migration, c'est tout à fait dans le champ de mais disons qu'il y avait aussi la Turquie, la Syrie, l'Afghanistan... C'est pas forcément dans notre champ. Non, moi je rigole, madame. Je rigole. Et on va prendre la troisième question là-haut. Il y a une dame, je crois. Oui, excusez-moi. Moi, c'est juste une question. Je suis un peu étonnée que vous n'ayez pas du tout parlé de l'environnement. On est dans un contexte où on parle quand même pas mal de la fin des territoires et de la question de l'environnement, et vous ne l'avez pas du tout abordé. Voilà, c'est juste si vous pouviez en dire un mot. C'est gentil. Donc on va aborder aussi la question d'environnement. Bah dis donc. Alors, une autre question? Attendez, là-bas, il y a une autre question. Voilà, là-bas. Là-bas, il y a... D'abord, on va commencer là-bas. Le micro est là et après, on va aller là-bas. Bon. On vous écoute. Alors, juste une question aussi. Ça a été évoqué un petit peu sur les forces qui existent en dehors des États par rapport au monde. Et on assiste quand même aujourd'hui à beaucoup de privatisation de l'espace. Et notamment, vous avez évoqué très brièvement les mers. Aujourd'hui, les océans, qui étaient un bien commun, sont en train d'être privatisés à une échelle extrêmement rapide. Et donc, est-ce que le problème des territoires aussi n'est pas seulement un problème des États, mais un problème aussi de la mainmise de sociétés sur l'espace? Sur l'espace maritime. Entre autres, mais pas seulement. D'accord, merci. Donc la question là-bas. Oui, je voulais vous poser une question à propos de la Où êtes-vous Là. Ah, d'accord. Sur la question de la territorialisation et par rapport à la question qui a été évoquée tout à l'heure s'agissant donc du primat de l'économique, du financier, qui amène effectivement à une disparition des frontières et donc à une déterritorialisation. Sauf que, est-ce qu'un paradis c'est un territoire? C'est-à-dire, est-ce que les paradis fiscaux, ça réintroduirait une forme de territoire où il y aurait les paradis fiscaux et le reste du monde? Merci. On va répondre à ces questions. On verra si on a le temps de répondre à une deuxième vague, pas migratoire, mais de questions. Donc, allons-y. Bon. Michel Fouché. Syrie. 1. Bachar, comme je l'ai écrit dans l'hebdo Le 1, qui n'est pas concurrent du Monde, puisque c'est un hebdo, Bachar a gagné sa guerre, avec l'aide des Russes, du Hezbollah et de l'Iran. Il est en train de reconquérir ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la Syrie utile. Une des raisons de cela, c'est l'engagement russe et iranien, le refus de Washington à la fois de s'impliquer complètement, mais le président Obama a été élu sur le retrait et la fin des aventures militaires au Moyen-Orient, et le fait qu'il n'y a pas de solution politique de remplacement. C'est ça la question. Solution plus tard,
un accord régional entre les acteurs les plus importants, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Russie comme puissance régionale, garantie par les États du Conseil de sécurité, dont l'influence sur ce qui se passe est extrêmement limitée. Voilà ce que je peux dire sur la Syrie. Voilà, il reste 10 minutes, on va répondre sur la question des migrants. Ensuite, on va passer aux autres questions. Bertrand Badi, la question des migrants, rapidement, s'il vous plaît, pour tout le monde, là. Oui, mais, madame, vous avez tout à fait raison. Nous sommes au centre de notre sujet, nous sommes au centre de la question du principe de territorialité. L'Europe avait une culture d'émigration, c'est-à-dire les Européens allant s'installer notamment sur le continent nord-américain, mais aussi ailleurs, au sud, ce qui laissait en quelque sorte la question des migratoires dans une position de compatibilité par rapport au principe de territorialité. Dès lors que l'Europe est devenue une terre d'immigration, la question migratoire a pris une importance absolument capitale qui, alors sous l'effet de propagande politique, souvent de désinformation, parce que tout ce qu'on nous raconte évidemment sur le danger migratoire est faux, et nous le savons, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des Nations Unies de 2000, c'est le rapport de l'OCDE, qui ne sont pas des organisations gauchistes, que je sache, et qui explique au contraire tout ce que nos économies européennes et nos sociétés ont à gagner de la migration à une condition. C'est que cette migration soit gouvernée, c'est-à-dire que l'on arrive à faire à l'échelle mondiale une gouvernance des migrations, de manière à définir ce que j'appellerais, ce que nous avons appelé dans un petit rapport qui a été fait il y a quelques années, la bonne migration, la bonne mobilité. La bonne mobilité, c'est celle qui apporte un optimum de satisfaction à la société de départ, à la société d'accueil et aux migrants eux-mêmes. Bon. Mais penser la question migratoire aujourd'hui en Europe uniquement à travers une vision conservatrice du principe de nationalité, c'est-à-dire à partir du verrouillage des frontières, est absurde. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que l'Europe, depuis l'an 2000, a dépensé 13 milliards d'euros pour réprimer une migration dont Michel disait très justement tout à l'heure qu'elle est irréversible et irrépressible. C'est-à-dire que ça n'empêche pas des malheureux à continuer à traverser la Méditerranée, quitte à y rester. Ce qui prouve bien que nous sommes là face à un paramètre qui est méta-territorial, ou plutôt qui est au-delà du principe de territorialité, que le principe de territorialité ne peut pas régir convenablement. C'est un très bon exemple. Et madame, quand vous posez la question de l'environnement, vous êtes exactement sur la même onde, sur la même ligne. C'est-à-dire, et monsieur, quand vous avez parlé de bien commun, vous l'étiez également. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de mal, à cause du principe de souveraineté, à cause du principe de territorialité, à cause du principe de la résistance étatique, à penser cette notion de bien commun de l'humanité. Comment la conjuguer avec le principe de territorialité? Évidemment, ce n'est pas possible, ça implique une autre grammaire. Cette autre grammaire, nous avons fait des progrès pour aller à sa rencontre. C'est notamment cette invention lente et chaotante du multilatéralisme, elle-même freinée par la résistance étatique. Monsieur Roosevelt n'a accepté de construire les Nations Unies qu'en dotant un certain nombre de pays du pouvoir de veto, c'est-à-dire de cette capacité de se soustraire précisément aux lois multilatérales. Donc nous comprenons bien l'aspiration sur la question de l'environnement, sur la question des migrations. Permettez-moi d'ajouter sur la question, moi, qui m'est le plus chère, c'est-à-dire de la sécurité alimentaire. La même remarque, si nous gérons la question de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire des 800 millions d'individus frappés de malnutrition dans le monde à partir du principe de territorialité, eh bien, nous ne progresserons pas. Donc, cette nouvelle grammaire, il s'agit bien entendu de l'inventer. Et monsieur, vous dites quelque chose de très très juste, qu'il faut que nous retenions, c'est-à-dire savoir se saisir de l'immatérialité des rapports internationaux. Et je crois que cela implique de repenser la diplomatie. Notre diplomatie reste encore westphalienne.
Nous pouvons passer à une autre diplomatie. Vous savez que la diplomatie, il y a une seule définition qui est recevable de la diplomatie, je me permets de le dire devant un diplomate, c'est ce que disait Paul Sharp, c'est l'art de gérer les séparations. L'art de gérer les séparations, ça marche autant pour le matériel que pour le symbolique. Et cette manière que nous avons, très westphalienne, de réagir au conflit sur un mode exactement contraire, c'est-à-dire en excluant. Ah, celui-là, je ne suis pas d'accord avec lui, donc je ne lui parle pas. Celui-là, je ne suis pas d'accord avec lui, donc je le vire. Je le vire du G8, je le vire de telle ou telle organisation, etc. Cette façon de remplacer la diplomatie tout court par la diplomatie de la tasse de thé, c'est-à-dire ne se rencontrer qu'entre bons amis pour dire n'importe quoi, c'est exactement ce qui est en train de bloquer notre système international aujourd'hui. Merci Bertrand Badis pour cet esprit de synthèse. 3 questions en une réponse. Il nous reste quand même 2 petites questions, celle sur la privatisation de l'espace terrestre et maritime et une sur le primat économique, si Michel Fouché veut répondre avant de céder la place. Je n'avais pas parlé de privatisation des espaces maritimes, mais de territorialisation en application du droit international de la mer. En particulier, on peut revendiquer un espace au-delà des limites des zones économiques exclusives. Par exemple, la France a déposé un dossier à la Commission des limites du plateau continental aux Nations Unies, comme une 60aine d'États, pour étendre son domaine de, en gros, 1 million de kilomètres carrés. Parce qu'il y a des enjeux derrière, non pas tellement de souveraineté, mais plutôt économique. Alors la privatisation, on ne s'approprie pas des espaces maritimes. Par contre, on peut négocier avec des États, parce que là ça se passe avec des États, des contrats d'exploration-exploitation sur des blocs pendant une certaine période, en général 20 ans, 30 ans. C'est d'ailleurs la pression des compagnies pétrolières, enfin des compagnies d'hydrocarbures, qui pousse un certain nombre d'États soit à conclure des accords de délimitation maritime, soit, quand il y a conflit ou différent, à créer des zones d'exploitation conjointe. On voit ça dans le golfe de Guinée, on voit ça dans le golfe de Thaïlande, hein, on voit ça entre Timor et l'Australie. C'est une solution, disons, raisonnable pour des pays qui ont besoin désespérément de nouvelles ressources. Donc je ne parlerai pas exactement de privatisation, mais plutôt de territorialisation des espaces maritimes, c'est-à-dire qu'on applique au fond une conception ultra classique, presque cadastrale, aux espaces maritimes, en sachant que certains États veulent s'affranchir du droit international de la mer, à commencer par la Chine, mais aussi la Russie, mais dans une moindre mesure. Merci. Dernière petite réponse peut-être à apporter à cette personne à droite sur le primat économique, c'est ça? Oui. Allez-y. Enfin, vous voulez? Non, moi, j'aurais un léger désaccord avec vous, parce que je ne pense pas que la mondialisation, contrairement à ce que l'on dit le plus généralement, est un phénomène d'essence économique. Les acteurs économiques se sont bien entendu emparés, et souvent de manière abusive et massive, c'est pour ça que le phénomène a cette visibilité, se sont emparés des mécanismes de la mondialisation. La mondialisation, elle est technologique. Je reste fidèle à la définition que je vous ai proposée tout à l'heure. La mondialisation, c'est l'abolition des distances, c'est la généralisation des communications, et ceci ouvre à un monde nouveau que l'on peut gérer de toutes les façons. La grande erreur, c'est que la mondialisation s'est révélée à la conscience humaine en même temps que la chute du mur, et que nous avons confondu cette montée en force de la mondialisation avec le succès de l'ultralibéralisme face au socialisme. Mais je refuserai absolument de poser la synonymie entre mondialisation et libéralisme, et de considérer que l'essence de la mondialisation est économique. Il y a d'autres gestions de la mondialisation que la gestion libérale, que la gestion par le marché. Le marché n'est pas l'incarnation de la mondialisation. La solidarité, encore, est un substitut possible à la gestion de la mondialisation.
Eh bien, merci. Merci à Michel Fouché, merci à Bertrand Badi. Merci à vous, messieurs, dames. Merci, merci pour votre attention, votre participation. Bon festival. Vous pouvez rester, mais nous partons. Voilà, pour rester dans le thème. À bientôt, au revoir.